Monsieur le Président de la République de Croatie, Monsieur le Président de la Confédération suisse, Madame l'ancienne conseillère fédérale, Excellences, Mesdames et Messieurs les députés du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les représentants de la délégation croate, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, chers invités, chers amis. Monsieur le Président Zoran Milanović, Monsieur le Président Ignacio Cassis, vous avez choisi de marquer cette visite officielle par un échange avec les étudiantes et les étudiants de l'Université de Genève et nous vous en sommes très reconnaissants. La paix et l'esprit de coopération ne sont jamais acquis et doivent être sans cesse portés par de nouvelles générations. Nous sommes également honorés de vous accueillir dans un lieu de formation, de recherche et avant tout de dialogue. Analyser, interpréter, comprendre et dialoguer sont au cœur des missions de notre université. C'est aussi une des vocations de notre ville, à la fois universitaire et internationale. Genève est en effet un lieu propice aux échanges, aux avancées du savoir, au progrès scientifique et au dialogue entre les cultures. Tous ces éléments sont fondamentaux pour limiter les ignorances, pour combattre les peurs, pour vaincre les hostilités et la polarisation des tendances qui, malheureusement, sont aujourd'hui plus que jamais perceptibles dans notre monde. Genève et son université sont également fortement engagées auprès de la Confédération suisse pour contribuer à sa politique de neutralité et de bons offices. Je formule le vœu que nous puissions, toutes générations confondues, œuvrer à construire un avenir durable et serein, bâti sur les piliers d'une politique éclairée, de paix et de sécurité. Le dialogue qui va suivre sera modéré par Madame Micheline Kalmiré. En novembre 2011, un mois avant que la Croatie ne signe le traité d'adhésion à l'Union européenne, Madame Kalmiré fut la première présidente de la Confédération suisse à se rendre à Zagreb, capitale de la Croatie, pour une visite officielle. Les étudiantes et étudiants du Global Studies Institute de l'Université de Genève participeront également au dialogue sur l'estrade, qui se terminera par une brève session de questions-réponses avec la salle, avec vous toutes et tous. Sans plus tarder, j'ai le plaisir, Monsieur le Président de la République de Croatie, Monsieur le Président de la Confédération suisse, Madame la conseillère fédérale, l'ancienne conseillère fédérale, Mesdames Alexander et Reva, Messieurs Dubinski et Vaucher, de nous vous inviter à monter sur l'estrade pour ce dialogue. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, il me revient l'honneur de diriger ce dialogue entre deux présidents, dialogue souhaité par le président Cassis et organisé par notre université. Ce dialogue débutera par un échange entre le président croate, Zoran Milanović, et le président suisse, Ignacio Cassis. L'échange se tiendra en français et en anglais. Et l'échange aura lieu aussi dans un premier temps avec les étudiants qui sont présents sur la scène avec nous, Laetitia Alexander, Dimitro Dubrinski, Clément de Vauchier et Ilham Reva. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le continent européen vit une guerre entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Le président Milanović connaît bien les problèmes de sécurité en Europe, puisqu'en 1996, il est conseiller auprès de l'Union européenne et de l'OTAN au sein de la délégation croate à Bruxelles, et qu'en 1999, il est le responsable du gouvernement croate pour les relations avec l'OTAN. C'est en tant que président de la Croatie qu'il assiste le 24 mars 2022 au sommet extraordinaire de l'OTAN, tout juste un mois après l'invasion de l'Ukraine. L'équilibre européen qui se redessine aujourd'hui autour de l'Union européenne et de l'OTAN
prend une dimension toute particulière pour ses membres les plus récents, et c'est le cas de la Croatie. Monsieur le Président Milanović, aujourd'hui, le président russe force les États-Unis à se réengager sur le front européen. Mais la prudence est de mise. Il n'est en effet pas question d'une confrontation directe entre la Fédération de Russie et l'Occident. L'objectif est de limiter le conflit au territoire ukrainien et de laisser l'Ukraine se battre seule contre la Russie. L'engagement des États-Unis sur le vieux continent est moins évident aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Comment évaluez-vous, Monsieur le Président, votre sécurité à l'intérieur de l'OTAN? Tout d'abord, j'aimerais saluer tous ceux ici présents. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux. Cela fait longtemps. J'aimerais directement passer aux réponses. Il est assez courageux que de définir la position américaine en tant que les États-Unis ont été entraînés dans une guerre de proximité. C'est une guerre entre un pays faible et un pays plus fort. Fondamentalement, il y a cette idée de fair play qu'il nous faut garder à l'esprit. Dans cette culture chrétienne, pour nous, nous avons cette vision du monde qui nous demande de soutenir le plus faible, sans condition. La Russie est un pays très grand, très dangereux, très complexe. Son comportement est irrationnel, cependant c'est un pays tout à fait indestructible physiquement. Quand on pense à la Russie, eh bien je n'ai pas la même attente de la part de la Russie ou des États-Unis ou de l'Allemagne, car je n'applique pas les mêmes mesures à ces pays. La question est donc la suivante. Est-ce que l'Ukraine est cantonnée à lutter sur son territoire? Interruption de Mme Micheline Calmelieri. Quel est l'aspect sécuritaire? Vous avez parlé, vous avez écrit sur la neutralité suisse. J'ai d'ailleurs lu ce livre. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de terminer. La neutralité serait la meilleure position pour tout pays. Ce n'est pas la splendide isolation à la britannique, mais c'est une position idéale. Cependant, nous ne pouvons pas nous permettre la neutralité. Nous sommes au cœur de l'OTAN grâce aux États-Unis. Ce n'est pas une question de valeurs. Les valeurs sont légèrement différentes entre différents États membres, la Pologne, l'Hongrie, la Croatie et d'autres pays. Certaines bases de la démocratie ne sont pas tout à fait les mêmes dans ces pays. Mais les États-Unis sont notre ombrelle nucléaire. Nous avons fait l'expérience terrible de la guerre avec la Serbie. Nous avons vu notre pays mutilé. Nous avons vu des atrocités, non seulement des tirs d'artillerie, et non pas seulement des dommages physiques. Et les Croates ont sauté sur l'opportunité de devenir membres de l'OTAN. Je ne m'attends pas à la perfection de la part de l'OTAN, mais au moins de la protection. C'est une espèce de garantie. Je suis atlantiste et réaliste, dans le sens de Marsheimer, par exemple, qui est décrié par les moralistes politiques. Je me dis moraliste cosmopolitain quand j'étais à la tête du Parti social-démocrate, quand j'étais à tendance de gauche, mais aujourd'hui je suis président de la Croatie, j'ai une autre position. Monsieur le Président, les chanceliers allemands et autrichiens
ont constaté les conséquences de l'invasion russe en Ukraine sur la sécurité, en particulier des pays voisins des Balkans de l'Ouest. Et ils demandent à l'Union européenne d'accélérer les négociations d'entrée dans l'Union européenne de la Macédoine du Nord et de l'Albanie. La Croatie, vous êtes membre de l'OTAN et de l'Union européenne, mais vous êtes aussi voisin de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, du Kosovo, qui tous craignent aussi pour la sécurité, pour leur sécurité, qui tous sont vulnérables. Ce sont des pays vulnérables. Et leur appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN ne se concrétisera pas avant des dizaines d'années. Est-ce que vous pourriez, Monsieur le Président, envisager d'initier un processus au sein de l'Union européenne et de l'OTAN pour arriver à une position commune sur la sécurité de ces États qui sont voisins de la Croatie? Among the plenitude of the mediocre platitudes that one can use in the academic. Malheureusement, il y a beaucoup de platitudes que l'on peut utiliser dans le discours universitaire. Ma préférée, c'est « Merci pour cette question ». Merci de m'avoir posé cette question. Encore une fois, des fois, c'est un sujet dont je souhaite parler. Nous avons vu un sommet de l'OTAN l'autre jour. Et ce que je vais dire n'est pas confidentiel. Je suis représentant de mon pays. Nous avons en effet discuté de questions sécuritaires. Et je me suis exprimé dans le cours de la discussion alignée sur le discours du secrétaire général. Et j'étais 25e à m'exprimer. Vous imaginez donc qu'il y avait beaucoup de préopinants avant moi. Nous avons parlé de stéréotypes, de métaphores obligatoires, des choses, des platitudes, des trivialités que tout le monde répète. J'ai écouté les critiques vis-à-vis de la Russie, les préoccupations exprimées par les autres membres, préoccupations sécuritaires de nos partenaires. Et quand je parle de partenaires, je parle de partenariat pour la paix, la Géorgie, qui ne doit pas être encouragée à rejoindre l'OTAN. Cela peut lui jouer un mauvais tour. La Moldavie, qui a une relation unilatérale neutre, et la Bosnie-Herzégovine, un pays qui est exposé à l'influence russe malveillante, quelle qu'elle soit. Et il y a une partie des habitants de la Bosnie qui ne se considèrent pas être exposés à cette influence malveillante. Mais dans tous les cas, nous avons l'impression que quelque chose manque, comme une question qui est sur la table, mais que tout le monde évite. Je dirais même qu'il y a plusieurs questions de ce genre. Personne sur les 25 États membres n'ont mentionné des pays comme la Serbie, qui est véritablement exposée à l'influence malveillante de la Russie, ou qui se font des illusions quand ils pensent qu'ils sont amis avec la Russie. La Russie est un monstre à multiples facettes. La taille du pays, sa politique, ses ressources. Et pour la Russie, la Serbie n'est qu'un petit détail sans importance. Les Serbes pensent que les Russes les adorent, mais ce n'est pas le cas, et les ont oubliés. Dès qu'ils ont tiré la première balle, ils ont oublié la Serbie. Nous sommes à la croisée des chemins. Est-ce que nous allons continuer les négociations avec l'Union européenne? Il faut mentionner la Macédoine du Nord, la Grèce. Nous avons lancé récemment des discussions autour de la Serbie, autour de la Bosnie-Herzégovine. Ces discussions ont été lancées il y a des années. Personne n'en parle. Personne ne parle de la Moldavie. Nous avons des républiques qui sont composées d'Albanais ethniques. Et que se passe-t-il avec la reconnaissance de certaines républiques? Est-ce que l'on veut voir la situation des Balkans se répéter? La Serbie, le Kosovo, ce ne sont pas des pays autonomes, ce sont des parties d'un tout.
misreading of priorities. Et donc pour moi, il s'agit de priorités qui sont mélangées. You want to join? Il s'agit de priorités pour la Serbie. Si vous voulez rejoindre notre club, si vous voulez rejoindre l'Occident, vous devez savoir ce qu'est l'Occident. L'Occident, ce n'est pas forcément le type de démocratie qu'a la Suisse, par exemple, ou les Pays-Bas, ou le Danemark. There's also Il y a également la Pologne, la Hongrie, won herself another new old qui d'ailleurs vient de réélire son Premier ministre. C'était la volonté de son peuple, ce n'était pas une conspiration. President Vučić wins. Nous avons vu le président Vučić revenir à son poste. They're not villains. There might be inconvenience. Ils ne sont pas des méchants, ils peuvent être nuisibles en une certaine mesure, mais ce ne sont pas des méchants, ce sont nos voisins. La Croatie est une espèce de démocratie. Nous avons la liberté de la presse, une presse médiocre, mais elle est libre au moins. Join that path and trajectory in life. But just don't be those journalists who were admitted because they were J'espère que vous ne suivrez pas notre modèle. Nos journalistes but they are not ne dirigés. sont pas là simplement parce qu'ils ont demandé à être là. Ils sont là parce qu'ils sont les meilleurs. And again, thank you for a question. Merci encore pour votre question. Consume more of your time. Je n'aimerais pas This is the question. dépenser plus de votre temps. Et c'est la question vraiment qui se pose. L'influence russe, elle est partout. Qu'en est-il de la Serbie? Parce que l'OTAN a bombardé la Serbie, parce que les Serbes ont de la rancœur face à l'OTAN, parce que Belgrade a été bombardé. Je ne suis pas président serbe, je suis président croate, mais j'essaie de me souvenir de ces choses-là. To put their shoes on. Même si ce n'est pas très bon pour ma santé mentale des fois que d'endosser leurs souvenirs. No, it's okay. It's... Mr. President, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la République de Croatie, de nous recevoir, nous quatre étudiants. Nous for sommes allowing honorés de us, for représenter students le to corps take part. étudiantin. We are honored to I represent have the now a student question body. for you, Nenadinovic. How do you explain the lack of trade agreements between comment Russia and the expliquez-vous European Union? l'absence d'accords Is Ukraine entre paying la Russie for et past l'Union and européenne? present Est-ce que tensions between l'Ukraine Russia and paie the aujourd'hui United States? pour les tensions passées entre la Russie et les You États-Unis? again ask me whether this is a proxy war. Vous me posez encore une question sur la guerre de proximité. Ce n'est pas vraiment la question ici. L'Ukraine a été attaquée par l'Ukraine. Il y a environ 250 000 jeunes hommes en Russie qui ont été préparés à attaquer l'Ukraine. Ils ont été préparés par une personne. Ce sont des patriotes professionnels, si vous me permettez. Très peu de pays européens ont ce genre de force. Il s'agit d'un élément extrêmement important. Cette guerre, elle va être gagnée ou perdue sur le terrain. Et même les missiles hypersoniques, par exemple, ont une importance moindre. Vous m'avez parlé des accords commerciaux. Je suis sûr que vous êtes familier avec les idées de libre-échange, de commerce. Et le fait qu'un pays est exposé au marché libre, à l'économie libre, des fois, cela peut faire mal. Les économies asiatiques, la Chine, entre autres, ont adopté des politiques commerciales extrêmement protectionnistes. Cela veut dire être égoïste. En fait, il s'agit de la base de la politique de tous les pays, que d'être égoïste. Ce n'est pas forcément malveillant, c'est juste égoïste. Ils protègent leurs ressources car ils ne sont pas assez concurrentiels. Et les produits qu'ils peuvent fournir sur le marché sont concurrentiels. Mais la Russie n'est pas concurrentielle en ce qui concerne le marché libre. Mais d'un autre côté, en ce qui concerne la vente des ressources, ils sont tout à fait indestructibles. Ils produisent et exportent beaucoup de ressources énergétiques, des céréales. Ils ne vont jamais souffrir d'un manque de ressources. Ils n'auront jamais faim. Mais l'Ukraine a été attaquée.
car la Russie a choisi de le faire. L'Europe va y survivre. Mais il faudra mettre en œuvre des sanctions. Les sanctions en 2014, après l'annexion de la Crimée, ont permis à la Russie de développer un secteur agro-industriel qui n'était pas là avant. Les nouvelles sanctions vont pousser la Russie à développer de nouveaux instruments et ils survivront encore une fois. Aujourd'hui, ce matin, dans les dernières actualités, j'ai vu que les Russes se réjouissaient du renforcement du rouble face au dollar récemment. Le rouble semble s'être stabilisé. D'abord, il s'est effondré, maintenant il s'est stabilisé et s'est renforcé. Cela donne l'impression aux Russes qu'ils peuvent continuer dans la voie qu'ils ont empruntée. C'est leur perception. Nous devons faire face à ce genre de fantômes dans notre pays également. Cependant, nous n'avons pas ce genre de ressources. Alors que la Russie a des ressources infinies, ses intentions sont mauvaises, bien sûr. Des centaines de milliers de soldats professionnels sous le drapeau russe étaient prêts à attaquer un pays. Ils étaient prêts à mourir pour leur pays en attaquant un autre. L'Allemagne a augmenté son budget militaire jusqu'à une centaine de millions d'euros. Ce genre d'argent peut malheureusement être gaspillé très facilement. La Russie a plus de ressources. Et surtout, ils ont les ressources humaines, ils ont des mercenaires patriotes. L'Allemagne n'a pas cette ressource, ils sont plus civilisés. S'ils se comportaient autrement, la Russie pourrait s'en sortir affrontée. La guerre en Ukraine marque une évolution de la politique de neutralité de la Suisse, n'est-ce pas? Par la rapidité, par le nombre des sanctions décidées par la Suisse à l'encontre de la Fédération de Russie. Aujourd'hui, ce thème interroge les citoyens, les citoyennes, je suis sûre qu'il vous interroge vous aussi, le public qui est rassemblé ici, et fait l'objet de discussions très animées menées à l'intérieur de la Suisse. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le thème de la neutralité fait aussi l'objet des discussions entre les délégations russes et les délégations ukrainiennes qui se rencontrent pour tenter de trouver des solutions à cette guerre. Monsieur le Président Kassis, la Suisse condamne l'invasion de l'Ukraine comme étant une violation du droit international, prend des sanctions sévères, les mêmes que celles décidées par l'Union européenne. Elle exprime par votre voix sa compassion à l'égard de l'Ukraine. Monsieur le Président, la Suisse est-elle toujours neutre? Et vu l'escalade des atrocités révélées ces derniers jours, pensez-vous, Monsieur le Président, qu'il sera encore possible pour la Suisse de rester complètement en dehors de cette guerre? Oui, merci, Madame la Présidente, chère conseillère fédérale, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jeunes. Tout d'abord, merci aux autorités de l'université qui nous permettent d'avoir cet échange ici que j'apprécie énormément. Et c'est une première, effectivement, d'échanger après une rencontre présidentielle. Ça, ce n'est pas une première, il y en a tout le temps. Mais de se prendre un peu de temps et puis de parler avec les jeunes de ce qui se passe sur cette planète. Alors oui, la Suisse est neutre. Sa neutralité regarde en arrière de plus ou moins 4 siècles, mais elle a été consolidée au XIXe siècle et au XXe siècle. Elle est neutre et elle va rester neutre. La neutralité est une réalité du droit, une partie, elle a un élément de mythologie, elle a un élément identitaire également. Je crois qu'en gros, on peut dire la neutralité fait de la Suisse la Suisse. Ce serait difficile d'imaginer la Suisse non neutre. Mais non neutre n'est pas synonyme d'indifférent, n'est pas synonyme de sans valeur, n'est pas synonyme de on ne voit pas, on ne sent pas, on ne parle pas. Neutre signifie qu'on ne prend pas part à un conflit armé, qu'on n'est pas dans une alliance militaire, que ce soit l'OTAN ou d'autres,
qu'on ne délivre pas du matériel de guerre, ni à une partie ni à l'autre, même si on est en faveur de l'une, mais voilà, quand on est neutre, on ne prend pas parti aux événements militaires. Donc c'est une neutralité juridique, militaire, ce n'est pas une neutralité d'esprit et une neutralité des valeurs. Nos valeurs ne sont pas neutres, nos valeurs sont inscrites dans la Constitution. Le peuple et les cantons suisses, en 1999, ont voté une nouvelle constitution qui reprend l'ancienne. On n'a pas fait une révolution, mais où les valeurs, nos valeurs, sont dedans. Et ce sont les valeurs qui ont été maintenant très brutalement violées par cette invasion militaire russe. Donc, c'est nos valeurs qui ont été violées. Donc, c'est normal que notre réaction de la Suisse soit claire et nette par rapport à cette violation du droit international public, qui est d'ailleurs notre élément de survie au vu de la dimension de notre pays et au vu du fait qu'on est quelque part géographiquement où on est, sur des Alpes, au milieu de grandes puissances historiques. Il ne faut pas raconter quelle était la France dans les siècles passés, quelle était l'Allemagne qui a donné les monarchies de toute l'Europe et ce qu'a été l'Italie à partir de l'Empire romain en avant. Donc, si nous existons, c'est parce qu'en tant que pays neutre, c'est parce que ces pays autour de nous avaient besoin d'avoir cette zone tampon autour des Alpes pour ne pas avoir trop de contact direct entre eux. Donc, ce n'est pas parce qu'on était plus beau ou béni par Dieu ou je ne sais pas. Peut-être qu'on était plus beau aussi, oui, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais donc, c'est le résultat historique. Moi, je dis très souvent, la politique est la géographie. La géographie est la politique. Dites-moi où vous habitez, où vous grandissez. On parlait tout d'abord de l'Italie qui va des Alpes avec la neige éternelle presque jusqu'en Sicile où on est en plein Méditerranée, alors que l'Allemagne, elle est plus ou moins plate. Ça, c'est des esprits et des manières de fonctionner très différentes. Donc oui, la réponse est claire, la Suisse est neutre. Elle fait usage de sa neutralité depuis le début des hostilités entre la Russie et l'Ukraine en 2014 avec l'annexion de la Crimée. On a renforcé de manière très claire nos sanctions en adoptant les sanctions de l'Union européenne. Le but, c'est de faire partie d'une large famille d'États de manière à que ces sanctions puissent avoir un impact. Même la sanction la plus sévère de cette planète ne sert à rien si elle ne concerne que la production de 8 millions de personnes. C'est rien par rapport à l'ours russe qu'on veut frapper quelque part pour terminer cette guerre. Donc oui, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Ilma qui a vraiment envie de poser sa question. J'ai donc une question par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur le Président. Pourquoi est-ce que la politique de neutralité fait-elle débat en Suisse comme à l'étranger maintenant, suite aux sanctions que la Suisse a prises envers la Russie? Ne mérite-t-elle pas une sorte de mise au point pour l'étranger et pour même les Suisses de ce qu'est vraiment la neutralité? La mise au point se fait en cours de route. On ne peut pas étudier la vie et puis vivre. On vit et puis on ajuste la description de la vie selon ce qu'on a vécu et les résultats. Ce qu'on a, lisez on dit comment en français, le lexique historique de la Suisse, Historisches Lexikon der Schweiz. On dit comment ouais, c'est ça. Hein? Lisez le chapitre fait par le professeur Ricklin sur la neutralité suisse. C'est une des premières choses que j'ai lues tout au départ pour essayer de voir quel repère historique nous avions. Eh bien, vous voyez que la Suisse est vraiment la patrie de l'industrie de l'horlogerie fine. Et j'utilise ce mot parce que le président croate l'a utilisé. Les mécaniciens d'horlogerie travaillent de manière très subtile. Et si vous lisez ça, vous dites « Oh, wow, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre franco-allemande, fin du 19e siècle. » Nous avons toujours fait de la petite mécanique horlogère en adaptant la réalité à la situation particulière. La politique de la neutralité, c'est l'ensemble des décisions politiques que le pays prend
pour rendre crédible sa neutralité juridique et sa politique étrangère. Donc c'est un outil à disposition de la Suisse pour s'assurer sécurité et stabilité dans le monde, et c'est finalement la raison pour laquelle la Suisse existe. Messieurs les présidents, j'aimerais vous poser une question afin de rebondir sur le thème de la sécurité collective. J'aimerais savoir ce que vous pensez du mémorandum de Budapest. Est-ce que vous vous sentez rassuré en sachant qu'une si grande institution de sécurité collective en Europe n'a pas été respectée? Et est-ce que vous comptez adapter votre politique de sécurité en fonction d'eux? Alors, comme la Suisse n'est pas une puissance militaire mondiale, elle base sa sécurité sur le droit international. Donc, le droit protège les plus faibles. C'est assez normal. Hein? La force du droit, pour nous, est l'alpha et l'oméga. Pour d'autres États très puissants, c'est le droit de la force qui est l'alpha et l'oméga. Mais nous sommes protégés si il y a un ordre international stable, fort et clair. Et c'était d'ailleurs le désir du multilatéralisme avec la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, avec l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale. C'était de donner un ordre juridique de manière que la stabilité soit donnée et qu'il n'y ait plus d'atrocités de la guerre telle que nous avons déjà vu en Deuxième Guerre mondiale. Heureusement pas nous dans cette salle, mais nos parents et nos grands-parents ont vécu ça. Et on avait imaginé, c'était l'espoir, que cet ordre multilatéral, cet ordre de droit international, allait nous protéger à l'infini de ça. Et maintenant, on a une rupture. On a une rupture très violente. Moi, j'ai dit depuis les 2-3 premiers jours, j'ai dit on est face à un changement épocal sur le continent européen. Rien ne sera plus comme avant. Puis, évidemment, il y a ceux qui ont trouvé que c'était tout à fait exagéré. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais, ce que j'ai dit à l'époque, parce que rien ne sera plus comme avant. On doit reconstruire une architecture de sécurité en Europe. Il y aura plein de discussions sur, par exemple, l'autonomie sécuritaire de l'Union européenne. Est-ce qu'elle peut encore se positionner comme bénéficiaire de l'OTAN, d'une alliance transatlantique, ou la leadership est aux États-Unis, évidemment, donc ce n'est pas au continent européen. Ou est-ce que l'Union européenne n'aura pas de futur si elle n'aura pas une force autonome pour se protéger? Ça, c'est des questions fondamentales qui maintenant arrivent à la surface. Je crois qu'entre-temps, l'Union européenne est suffisamment large, suffisamment complexe, elle a suffisamment de structures internes pour se poser la question fondamentale, est-ce que nous devons maintenant réfléchir à notre sécurité de manière indépendante ou toujours en tant que tributaire de l'aide des États-Unis? Et je crois que cette question se posera. La question, deuxième élément, où se posera-t-elle cette question? Jusqu'à présent, on avait un conteneur, c'était l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui est fondamentale pour la Suisse, que la Suisse a co-créée, dans laquelle nous sommes très actifs. Et le hasard voulait que, en la deuxième moitié de l'année passée, j'ai demandé à mes diplomates, faites-moi un programme de renforcement de cette organisation, parce que je sentais qu'elle était gentiment paralysée, comme on pouvait dire. Hein. Carrément paralysée. À l'époque, je sentais que... voilà. Et puis, aujourd'hui, je partage ton avis, elle est paralysée. Est-ce que vous avez entendu parler de l'OSCE pendant ces 2 mois? Non, jamais. Et pourtant, c'est l'organisation mère de toute la sécurité et de l'architecture de sécurité en Suisse depuis la déclaration de Stockholm en avant. Donc la question est, est-ce qu'on peut partir de l'idée que ce sera le conteneur de la nouvelle discussion politique pour redessiner une architecture de sécurité, ou alors il faudra inventer quelque chose de nouveau dont on n'a encore aucune idée. Et là, nous sommes évidemment partants pour n'importe quelle solution, puisque nous avons besoin d'une architecture de sécurité pour le continent. Mais l'inquiétude quand même pas seulement pour le continent européen, mais pour l'ordre international mondial, c'est aussi l'impuissance du Conseil de sécurité qui devrait être l'organisation pour la sécurité et la paix dans le monde. Or, on voit que
pas seulement dans la guerre d'Ukraine, mais aussi pour d'autres conflits. Les Nations Unies se concentrent maintenant sur le changement climatique, sur l'aide humanitaire, mais du point de vue de la sécurité, le Conseil de sécurité est impuissant. Et ce qui est inquiétant pour des petits États comme les nôtres, la Croatie, comme la Suisse, c'est cette érosion du multilatéralisme. Moi, je pose la question aux deux, à vous, Monsieur le Président Milanovic, et à vous, Monsieur le Président Cassis. Est-ce que ça ne vous fait pas un peu peur pour votre sécurité, le fait que les organisations multilatérales sont en train démontrent leur impuissance face à des situations de guerre? J'ai répondu en partie à cette question plus tôt quand on parlait de préoccupations sécuritaires. Je ne pense pas que ces institutions sont suffisantes. Nous sommes actuellement à l'abri au sein de l'Europe. Les calamités, les atrocités, les peurs qui ont été suscitées auparavant ont quitté nos vies, heureusement. Mais est-ce que la violence pourrait se déverser en Croatie également? La peur existe. En pratique, c'est peu probable. Vous avez parlé du mémorandum de Budapest. C'est quelque chose qui vient illustrer le cynisme des relations internationales. J'étais à Genève quand ce mémorandum, qui n'était pas complet, qui n'était pas ratifié, qui n'avait pas encore tous les instruments, a été adopté. J'étais ici et je me souviens que l'on parlait aux délégués ukrainiens et aux délégués russes. Les délégués russes gardaient un œil sur leur président, Boris Yeltsin, qui était en train de boire. Malheureusement, ce n'est pas une blague. Il y avait beaucoup de problèmes, la première guerre en Tchétchénie. Et ensuite, donc ce mémorandum de Budapest qui a été applaudi par tout le monde. Aujourd'hui, si vous posez la question aux Américains, ils vont vous dire que ce n'est pas une garantie, car sa forme juridique n'est pas parfaite. Cependant, si vous posez la question aux Russes, ils vont probablement vous répondre qu'il y a une disposition spéciale qui dit que les circonstances peuvent changer et donc qui vous donne la possibilité de laisser de côté ce texte et de laisser de côté le mémorandum de Budapest. C'est la vision du droit international. Cependant, je suis moi-même juriste en matière de droit international. Et à un moment donné, j'ai perdu, en quelque sorte, la foi. Je suis devenue plus réaliste et je me plains du cynisme international. Mais encore une fois, les circonstances ont changé. Les Russes sont revenus sous une autre forme après 25 ans. Et comme Monsieur le Président Cassis l'a dit, il s'agit de la géopolitique, il s'agit d'affaires extrêmement compliquées. En ce qui concerne le sentiment de sûreté, je voudrais prendre ça avec des pincettes. Des fois, la vie est en effet difficile. Est-ce que des fois, il y a des personnes qui vous regardent de travers? La sécurité absolue n'existe pas. Et en ce qui concerne la géopolitique, encore moins. Nous devons gérer nos relations avec nos voisins. Quand je parle de gérer cette relation, il ne s'agit pas de les soumettre, de les humilier. Ce genre d'attitude n'apporte rien de fructueux à cette relation. Il faut s'engager auprès de quelqu'un, nouer le dialogue. Cela peut prendre différentes formes. Il ne faut pas procéder au chantage ou poser des ultimatums. Vous devez garder à l'esprit que les pays à revenus modérés dans les pays de l'Est ne font qu'émerger de cette situation. Les conditions de vie étaient
similaires aux conditions de vie en Sicile il y a des dizaines d'années. Et donc, quand nous sommes sortis triomphants de cette guerre, nous avons en fait dû payer un prix extrêmement élevé en ce qui concerne la Croatie. Une génération entière a été perdue. Dans les années 90, j'ai participé aux équipes de travail sous la direction d'un professeur de droit à Zagreb. Il s'agissait de la deuxième plus grande ville de Yougoslavie, une des grandes universités, et nous avons participé à un concours dans le cadre de l'université de Leiden, en ce qui portant sur le tribunal de la Haye. Il s'agissait d'un concours tout à fait exclusif et très spécial, et nous étions les seuls représentants de l'Europe de l'Est. Il n'y avait pas de Tchèques, il n'y avait pas de Polonais. C'était en avril 1990. Je n'avais qu'une vingtaine d'années à l'époque. Je ne m'attendais pas à voir la guerre. Je me disais que les politiques étaient là pour parler et d'une manière magique, on pourrait devenir membre de l'Union européenne, que nos conditions de vie, notre niveau de vie augmenterait. Dans les années 90, le salaire moyen a tourné autour de 1000 Deutsche Mark. Mais depuis, les salaires ont une centaine, de Deutschmark. Et nous, les professeurs, certains de mes collègues, nous recevions 200 Deutschmark, marque allemande. Malheureusement, nous avons toujours beaucoup à perdre dans ce genre de situation. Monsieur le Président Cassis, sur la question du multilatéralisme, parce que pour la Suisse, on repose quand même sur la force du droit pour assurer notre sécurité. C'est quand même un peu inquiétant. Vous voyez effectivement, la ligne reste constante en Suisse. Quand on réalise quelles sont nos possibilités, on se dit il nous faut le droit, parce que on peut pas aller plus. On n'a pas d'autres instruments plus forts que le droit en Suisse. Et alors oui, alors je partage entièrement le Conseil de sécurité de l'ONU. Est actuellement bloqué. Un des membres, un des P5, des membres permanents du Conseil, est l'agresseur. Il a le droit de veto. Donc c'est par définition bloqué. On peut rien faire. Mais ce n'est pas nouveau. Ça fait déjà des années qu'il y a toute une discussion internationale sur cet organe, qui est l'organe le plus important des Nations Unies, et qui a perdu de crédibilité, a perdu de force de frappe. Il arrive encore à faire des missions de paix quelque part dans des pays de l'Afrique qui ne sont pas géopolitiquement au centre du cœur des intérêts de la planète. Et c'est évidemment important de le faire, mais j'entends, ce n'est pas là vraiment qu'on peut voir la force de frappe. Et vous le savez très bien que toute tentative de réformer le Conseil de sécurité n'a pas abouti parce que personne ne renonce au pouvoir, ni vous, ni moi, ni le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors la question que je me suis posée ces dernières semaines, est-ce que cette fracture actuelle, cette rupture actuelle, n'a-t-elle pas la force de frappe de relancer de manière forte et violente cette discussion? Le Conseil de sécurité ne fait pas sans violence un changement. Il faut une violence parce que l'être humain fonctionne comme ça. Et peut-être que cette guerre, et on ne sait pas encore comment elle finira, mais peut-être que cette guerre sera la guerre de rupture d'un ordre international bâti sur la Deuxième Guerre mondiale, sur un ordre international bâti 75 ans plus tard, c'est-à-dire après cette nouvelle guerre en Europe. Merci. Je crois qu'il y avait Clément aussi qui voulait poser une question. Oui, volontiers. Monsieur le Président, messieurs les présidents, vous avez parlé de rupture et de changement. Il est vrai qu'avec cette guerre en Ukraine et les sanctions qui ont été imposées à la Russie, il y a des grandes questions d'un point de vue des ressources. Je m'excuse, je perds mes mots. D'un point de vue de toutes les ressources consommables, donc du gaz entre autres et du pétrole, qui se posent. Est-ce que ça va, dans vos pays respectifs, engendrer des changements? Est-ce que vous pensez pouvoir, à court terme ou à long terme, revoir votre manière de gérer ces ressources et peut-être vous éloigner un peu de la Russie? Ou
trouver de nouvelles ressources, effectivement, à ce niveau-là? Oui, alors très volontiers, le Conseil fédéral a de toute manière, bien avant la guerre, décidé de sortir des énergies fossiles pour une question de neutralité carbone d'ici 2050. Donc pour y arriver, il faut quand même changer le système, autrement on n'y arrive pas. Évidemment que cette guerre ajoute à la dimension climatique une dimension sécuritaire qui nous oblige à accélérer ce chemin, et c'est ce que le Conseil fédéral a en partie déjà fait, par exemple il y a 2 semaines, en changeant des ordonnances fédérales qui accélèrent, qui créent des incitations nécessaires pour avoir davantage de production, par exemple d'électricité, par des énergies alternatives, essentiellement photovoltaïques, thermiques, géothermiques, etc. Donc oui, je pense que la transition climatique que nous étions de toute manière en train de faire, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi la crise du changement climatique qui est là, et sera davantage accélérée maintenant pour se déclencher, pour se déconnecter de cette dépendance énergétique de la Russie. Le président croate l'a très bien rappelé. La Russie, pour savoir ce qu'elle est, il faut juste ouvrir une carte. Je reviens sur la géographie. C'est juste incroyable ce que c'est. Donc, elle a une force infinie, elle a une force formidable. On pourra faire tout ce qu'on veut, mais on n'est rien par rapport à ça. Donc, c'est un rapport de force qui est là, qu'il faut juste le regarder. Et une fois qu'on a regardé ça, il faut trouver la manière d'être le moins dépendant possible. Et là, évidemment que ceci ne se fait pas gratuitement. Ça a un prix, vous avez vu, on commence à avoir des répercussions indirectes en Suisse, le prix de l'essence, le prix du gaz, le prix de l'huile, etc. L'Union européenne est en train de discuter de manière forte. Vous avez entendu le 5e paquet de sanctions qui devrait maintenant prendre le charbon. Et ils n'osent pas encore passer du gaz et du pétrole, hein, parce que finalement, on fait ces discours ici dans cette salle et on parle des problèmes très volontiers quand on a mangé à midi, quand on a dormi la nuit et on a été en température, etc. Nous ne serions pas les mêmes si nos besoins vitaux ne seraient pas remplis. Donc il faut aussi, dans les démocraties occidentales, qu'on trouve une vitesse de changement qui soit acceptée par la population au niveau démocratique. Merci, Monsieur le Président. Je pense que maintenant, il est temps d'ouvrir les questions, la session de questions pour toute la salle, pour vous tous et toutes. Des micros circulent dans la salle et je vous demanderai de bien vouloir, avant de poser vos questions, je vous demanderai de bien vouloir vous présenter, de vous lever et de vous présenter. Merci. Moi, je ne vois pas grand-chose. Nous sommes éblouis par la lumière. Alors, ceux qui posent des questions, veuillez vous manifester de façon très évidente. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a un micro là? Oui, j'ai un micro. Thank you, Mr. Milanovic and Mr. Cassis, for being here today. Vous pouvez vous présenter et vous lever? Oui, je vais. My name is David. Je m'appelle David, j'étudie les relations internationales, 2e année de bachelor, j'ai 21 ans. Je vous remercie tous les deux d'être ici avec nous dans cette université. J'ai une question sur un autre conflit qui a eu lieu il y a quelques années. Pourquoi la Suisse ou la Croatie? Je m'adresse à vous, Monsieur le Président Milanovic, en tant que représentant d'un État membre de l'Union européenne. Pourquoi nos pays n'ont pas réduit leur dépendance du pétrole azerbaïdjanais dans le cadre du conflit au Nagorno-Karabakh? Car des crimes similaires à ceux qui sont commis par la Russie ont été commis à ce moment-là également. Il s'agit de crimes de guerre, véritablement. Toutes mes excuses, je suis un peu anxieux. La Russie commet des crimes de guerre aujourd'hui. Elle est condamnée par la communauté européenne. L'Azerbaïdjan a cependant commis le même genre de crimes de guerre au Nagorno-Karabakh. Pourquoi ce même genre de sanctions n'a pas été adopté? Oui. Alors, en ce qui concerne l'Azerbaïdjan,
Est-ce que je réponds en premier? Oui. Croyez-le ou non, mais ma véritable carrière diplomatique a été lancée en mai 1994. J'étais à Genève faisant semblant de travailler, j'étais à des conférences. Et l'ambassadeur de la Croatie à Vienne, pour la conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, m'a appelé, une conférence qui a eu lieu en décembre de cette année. Il est l'époux de l'ambassadrice de la Croatie en Suisse aujourd'hui. Et il était retraité. Il m'a dit, vous allez aller à Vienne. D'ailleurs, ma famille a été envoyée dans toutes les régions de l'Europe pendant la guerre en Europe. On m'a dit donc d'aller au Nagorno-Karabakh. J'étais le premier diplomate croate envoyé dans la région, car je parlais russe. Je parlais russe mieux que la plupart de mes collègues de ma génération. C'est ce qui m'a rendu plus approprié pour cette situation, et donc je me suis rendu sur place au Nagorno-Karabakh. Je connais d'ailleurs bien cette région. J'ai d'ailleurs failli sauter sur une mine, pour être honnête, en 1994. Et donc, vous parlez de crimes de guerre commis par l'Azerbaïdjan lors de ce dernier conflit, cette guerre de libération, telle qu'il l'appelle. Eh bien, il est difficile de mettre des étiquettes sur ce genre de conflit, car il n'y a pas eu d'enquête approfondie. Et nous avons cette culture de coller des étiquettes aujourd'hui. Mais il faut des enquêtes, encore une fois. J'ai, à l'époque, vu des atrocités, j'ai vu la violation du droit international par les deux côtés. Mais à l'époque, les Arméniens avaient le dessus. Je suis resté neutre sur la question et j'ai essayé de comprendre les deux parties. Le contexte, l'histoire, l'historique du Nagorno-Karabakh qui a été arraché par Staline dans l'optique de rajouter des territoires. Peut-être que la Turquie allait rejoindre l'URSS. En plus, il y a des enclaves, il y a d'autres territoires enclavés, comme Nakhchivan. Et l'Azerbaïdjan a lancé une guerre de libération à un moment où ils se sont sentis forts, où ils ont été encouragés par la Turquie. Et comme les Français, les francophones disent, l'appétit vient en mangeant. Il me semble que cela est applicable à cette situation. Encore une fois, nous parlons de deux petits pays, comme la Serbie, la Croatie. N'exagérons donc pas nos propos. Ma nation a été qualifiée de génocidaire par des Serbo-Croates. Les musulmans bosniaques considèrent les Serbes en tant que génocidaires également. Il y a certaines raisons pour ceci, en effet. Mais peut-être qu'il faut recalibrer, revoir la manière, les définitions, les étiquettes que l'on donne, les termes que l'on utilise en ce qui concerne le droit pénal international. Tout n'est pas un génocide, tout n'est pas un crime de guerre. Et donc, pour finir, il y a des centaines de civils qui ont été assassinés en Croatie en 1991. Beaucoup de nos voisins, c'était des atrocités que l'on n'avait jamais vues. Et nous avons ce genre d'atrocités à Butcha aujourd'hui. C'était absolument terrible. Et cela entraîne un cercle vicieux, un œil pour œil, dent pour dent.
C'est un cercle de violence interminable. So, the things that I don't like to hurt at the account at the expense of my nation. Because after Donc, all, or before, I'm a Croat. j'aimerais faire attention. Je suis après tout croate. Je préfère faire attention aux termes que j'utilise, car j'ai entendu ces mots galvaudés beaucoup trop souvent. Les Serbes font un génocide, d'autres également. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a eu également le génocide au Rwanda, par exemple. Et nous avons vu également d'autres atrocités là-bas. Gardons donc une certaine distance. Il y a également d'autres atrocités, par exemple les exactions contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Toutes les horreurs ne peuvent être considérées comme génocide. Alors, je pourrais ne rien dire parce que je partage à 100% ce que mon collègue croate vient de dire. Mais je dis quand même quelque chose parce qu'il faut être un peu cohérent, je crois. On a parlé avant du droit public international. On a dit la Suisse est forte. C'est la force du droit qui la rend forte et ce n'est pas le droit de la force. Or, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, nous vivons en Suisse une situation assez étrange. Le meilleur politicien suisse est celui qui étiquette avec les mots les plus durs possibles les images que quelqu'un montre dans les médias sociaux ou à la télé, etc., dont on ne connaît pas la source, dont on ne connaît pas la manipulation qui est derrière, etc., etc. Et j'ai gardé une ligne sobre. J'ai dit, faisons attention, il est normal d'être émotionnel, il est normal d'être scandalisé, il est normal de souffrir pour ce qu'on voit, mais encore faut-il établir les faits et la vérité. Avant de parler de crimes de guerre, de génocide, etc., ce n'est pas une étiquette, un concours de beauté politique d'utiliser ces mots-là. C'est des mots qui ont un pouvoir, qui ont un poids, et c'est des tribunaux internationaux indépendants qui ont le devoir, et c'est avec notre argent, le vôtre aussi, qu'on financie ces tribunaux, ces commissions d'enquête, ces organisations multilatérales pour établir les faits, la vérité et le jugement final. Donc, gardons un tout petit peu de décor et de structure mentale dans toute cette situation, parce que le danger est grand, que si nous cédons maintenant à cette violence de scandalisation et d'émotionnalité, on ouvre une porte à n'importe quoi dans le futur. N'importe quoi, ce sera la communauté de Twitter, la communauté de Instagram qui va décider si cette dame a ou non tué son frère. Et oui, mesdames et messieurs, c'est exactement la situation. Est-ce qu'on veut être dans un état de droit et garder, malgré la difficulté émotionnelle que je comprends et que j'ai vécue moi-même en visitant les réfugiés sur la frontière, malgré ceci, on doit quand même garder une approche. On est dans une université, je ne dis pas scientifique, mais rigoureuse, correcte, et qui respecte les mécanismes que nous avons créés justement pour faire de la clarté. Merci. On ouvre encore la parole pour une question. Alors, présentez-vous, micro. Bonjour. Bonjour, je suis Iba, étudiante en master d'études africaines à l'Université de Genève. Et tout à l'heure, vous aviez évoqué le changement de l'ordre international en cours. Et j'aimerais en fait vous poser une question par rapport à la coopération internationale et par rapport à un nouvel ordre international qui devrait émerger. Vous ne pensez pas qu'on devrait repenser l'ordre en cours en prenant plus en compte les pays émergents, les pays en Asie, les pays en Afrique, les pays en Amérique latine, et moins placer l'Occident et aussi du coup l'Europe au centre du monde? Merci. Merci pour la question. Je donne la parole au président Cassis. Ce que vous venez de dire, ce n'est que là, encore une fois, la rationalité, c'est la lecture géographie, la map du pouvoir aujourd'hui de la planète Terre n'est pas celle de 1945. Mais l'ONU et ses organes représentent l'ordre du pouvoir de 1945. Seulement que changer ceci ne se fait pas par un référendum en Suisse.
c'est un peu plus difficile. Et on a changé 1000 fois par différentes approches, et pour l'instant, on n'y est pas arrivé. C'est pour ça qu'avant, j'ai dit il faudra une rupture violente. C'est souvent ces éléments vraiment qui fracassent quelque chose, qui permettent la reconstruction sur de nouvelles bases qui reflètent la situation actuelle et pas celle d'il y a 70 ans. Président Milanovic. Well, such arrangements are always Ce made genre at the d'accords moment of the sont greatest calamities. convenus après les pires calamités que sont les grandes guerres, jusqu'à ce qu'une autre atrocité d'une telle ampleur survienne. C'est la donne internationale actuelle, celle qui sera défendue par ceux qui en profitent le plus. Et je pense à la Russie, qui est toujours une grande puissance, la Chine, encore une puissance encore plus importante, les États-Unis, la grande puissance, qui est cependant qui n'est pas frileuse en ce qui concerne de mener des guerres. Mais malheureusement, d'autres pays, comme le Royaume-Uni, la France, ne participent plus à ce club. Et ceux qui attendent sur le côté de la route, eh bien, je vous rappellerai les années 90, quand on parlait des réformes, qu'on a commencé à parler des réformes du Conseil de sécurité, l'Inde, le Brésil, la Moldavie, la Croatie ont été proposés comme membres permanents. Il s'agissait d'une discussion assez enfantine, un peu ridicule, car les avantages de chacun étaient défendus à bec et ongles. Pour certains, il s'agit d'un sujet ridicule, mais il nous faut trouver un dénominateur commun. Et donc, si l'on chasse la Russie du Conseil sur les droits de l'homme, peut-être qu'il le mérite. Et peut-être que ce sera notre réalité. Je suis, encore une fois, réaliste atlantiste, en quelque sorte. Alors, je ne sais pas s'il est toujours à la mode de lire des auteurs géopolitiques. Certains auteurs étaient tout à fait exécrables, comme Carl Schmitt, par exemple, Suppo-Nazi, ou d'autres, Carlos Haushofer, par exemple. Mais encore une fois, si l'on met de côté les éléments véritablement malveillants, on se retrouve avec le contenu de fond géopolitique qui décrit une certaine réalité. Karl Haushofer, Kennan, ce ne sont pas véritablement des gentils, mais il faut les lire. Et donc, la géopolitique nous permet de comprendre que la Russie n'est pas une démocratie, d'accord, mais c'est une puissance, et c'est un jeu de puissance qui a des ressources et des armes. La Suisse est extrêmement riche. La Croatie est un pays à revenus modérés, à élevés. Mais tous les conditions de vie, les niveaux de vie sont tous très différents. Et j'exhorte toutes les instances bureaucratiques, tous les esprits administratifs à reconnaître le fait qu'il y a des nations, des pays extrêmement différents en Europe. Il est difficile de les rapprocher, difficile de les mettre dans un seul cadre, car les économies sont très différentes, les préjugés nationaux, les fiertés nationales sont très différentes. Ce sont des éléments qui peuvent aboutir à des positions protectionnistes, défensives. La Hongrie, par exemple, j'étais assez perplexe face à la mentalité politique de la Hongrie de ces dernières années. Et heureusement, ils n'ont fait de mal à personne pour le moment, physiquement. Ce n'est pas seulement une question d'antipathie, de sympathie, mais on peut continuer à vivre avec eux. Mais on ne peut pas vivre dans la même maison avec la Russie, sauf que la Russie reste votre voisin. Et donc il faudra faire attention. Et donc il faudra faire attention à être protégé.
J'ai toujours été extrêmement sceptique en ce qui concerne les Russes de la nouvelle génération. Je connais très mal les Ukrainiens également. Et donc, je ne me permets de dire que ce qui est permis à un président croate. Et merci à vous les étudiants, merci à vous tous qui êtes présents ici aujourd'hui. Voilà, je donne la parole à monsieur le professeur Levrat, qui est directeur du Global Studies Institute, qui a organisé cette rencontre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Messieurs les Présidents. Merci aussi, évidemment, les étudiants, ceux qui étaient sur scène, mais aussi ceux qui sont dans la salle. Un merci aussi particulier aux enseignants de ce cours d'introduction aux relations internationales qui ont ouvert leur cours à cet événement. Et je crois que c'est quelque chose d'intéressant que nous venons de vivre ici, grâce à vous sur scène aussi, c'est-à-dire un dialogue qui va au-delà de cette société dans laquelle nous avons des fonctions relativement spécialisées. Vous dialoguez entre chefs d'État, et c'est normal, et vous étudiez en tant qu'étudiant en relations internationales, ces questions liées aux discussions entre États. Mais ici, on voit aussi que non seulement les responsables, mais aussi ceux dont le métier est d'apprendre, ceux dont le métier est d'enseigner, sont réunis et produisent une forme d'échange et probablement de connaissance qui est originale. Donc, merci à tous. Et ici, au GSI, nous voyons évidemment un grand intérêt dans ce type de dialogue, non seulement entre différents secteurs, mais aussi, et vous le savez, vous suivez une formation interdisciplinaire entre disciplines. Et je n'ai pas pu m'empêcher de noter que les deux présidents ont souvent mentionné le droit international à différents titres, mais aussi les fondamentaux de la politique internationale, des relations internationales. On a bien compris que le paradigme réaliste, au vu des événements actuels, est en train de reprendre du poids. On a quand même aussi entendu parler de l'économie internationale, vous l'avez dit, Monsieur le Président, qui joue un rôle dans ces évolutions. Et bien évidemment, on a même en allemand cité l'histoire de la neutralité. Donc on voit bien que même lorsqu'on est aux affaires, même lorsqu'on fait de la politique, on ne fait pas que de la politique, on doit combiner ces différentes dimensions. Et de ce point de vue-là, merci, vous avez renforcé en fait le message que nous essayons de faire passer à nos étudiants. Et donc, Genève, qui a vu ce dialogue bilatéral, mais qui est aussi, on le sait, la capitale du multilatéralisme. On a parlé de ce futur du multilatéralisme, de ce nouvel ordre qui doit peut-être émerger, on l'espère. Et en fait, ce qu'on espère, c'est que ce soit votre génération qui, dans quelques mois, on l'espère, peut-être malheureusement quelques années, si la situation dure, se mette à l'œuvre pour reconstruire cette architecture de paix et de sécurité, sans oublier ce concept important, ce beau concept de neutralité. Donc, merci à tous. Et avant de clore, un détail pratique, je vais vous demander encore un tout petit peu de patience, de rester assis 1 ou 2 minutes, le temps que les présidents et leurs délégations puissent sortir de la salle. Et ensuite, évidemment, je vous libérerai, à moins que les enseignants veulent reprendre la parole. Non, alors ensuite, je vous libérerai. Merci beaucoup et bon après-midi.